21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires. Générique normal, je finis sa présentation. Ensuite, on se note de quand je finis sa présentation. 20h à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Pour cette autre édition, nous avons avec nous Éric Raphaël Chemamon. Le titre de recueil de nouvelles, La fille du président sera ma femme. Qui est l'auteur? C'est un diplômé de l'École normale supérieure de Yaoundé. Éric Chemamon est professeur des lycées S-Lettres modernes françaises, titulaire d'un master recherche en littérature française. Il prépare une thèse de doctorat PhD dans le temps des littératures postcoloniales à l'université de Yaoundé 1, membre titulaire de l'ACEL, l'atelier de critique d'esthétique littéraire. Il est coordonnateur adjoint du pôle création littéraire et participe aux travaux de l'axe de recherche identité, mobilité et mémoire au sein du dit laboratoire. Son rêve de faire de l'art une utopie se dessine dans son premier recueil, Les 1000 tentacules de l'ombre et l'étincelle, avec La fille du président sera ma femme. Il signe sa première nouvelle. Le point littéraire, l'entretien. Éric Raphaël Chemamon, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Merci, bonsoir Jean-Jacques Foucault. Merci pour la fleur que vous me faites par cette invitation. Bonsoir à vos nombreux éditeurs. Remerciements également à la Maison Royal FM. Bonsoir, si vous le permettez également, à l'équipe des éditeurs des éditions de midi. Bonsoir à mes collègues du lycée bilingue de Balmayor et à tous les enseignants. Bonsoir spécial à mes enseignants d'université. Je n'oublie pas la famille. C'est un grand plaisir de vous recevoir, ça fait plusieurs années. Il faut dire que vous étiez déjà ici pour nous présenter votre tout premier texte, Les 1000 tentacules de l'ombre et l'étincelle. On va dire qu'on a pris beaucoup de temps quand même pour finaliser La fille du président sera ma femme. Bien, peut-être pas beaucoup de temps, mais disons que c'était le temps de maturer davantage l'écriture, parce que je transitais d'un genre littéraire pour un autre, Oui. Les 1000 tentacules de l'ombre et l'étincelle, recueil de poèmes. Aujourd'hui, La fille du président sera ma femme, nouvelle. Donc le temps, c'était le temps de la maturation, du travail, de l'écriture, pour ne pas verser dans la précipitation. Alors, lorsqu'on parle d'un genre, que la poésie pour la nouvelle, finalement, ça demande, on va dire, une certaine transformation. Cela demande nécessairement une bonne dose de transformation parce que la poésie, elle est plus libre, elle est plus ouverte, elle est moins contraignante. C'est un genre qui va de l'expression du sentiment, du lyrisme personnel et quelquefois des causes sociales également. Par contre, la nouvelle, la première contrainte, c'est d'abord la taille de l'écriture et puis la brièveté à laquelle l'on doit se mettre pour que les histoires tiennent sur un certain nombre de pages, parce que la première caractéristique de la nouvelle, c'est sa brièveté. Et puis donc, l'autre grande contrainte, c'est d'établir une toile, de tisser une toile autour des différentes nouvelles. La fille du président sera ma femme, un titre. On est allé chercher un peu loin. Est-ce qu'on n'a finalement pas transformé un rêve de gamin en une réalité fictionnelle dans le livre? Eh bien, Jean-Jacques Foucault, la littérature, c'est d'abord le rêve. C'est d'abord le rêve, c'est ensuite la passion de celui qui écrit. Eh bien, il arrive que l'écrivain, dans son périple d'écriture, eh bien, transforme même des expériences personnelles en art. Et la beauté de tout ceci, c'est que la fiction, à un moment donné, devient également le
le reflet non seulement de l'expérience personnelle, mais également le reflet d'un certain nombre de réalités que l'on peut vivre au quotidien. Oui. Peut-être, comme vous le dites, rêve d'un gamin, et puis transformé à travers le livre. Je crois que la lecture nous donnera davantage des explications. La fille du président sera ma femme. Alors tout de suite, on se pose beaucoup de questions. La fille du président, il s'agit de qui? De qui parle véritablement l'auteur? Mais tout de suite, ce qu'on peut répondre, c'est que c'est la fille du président, mais c'est la fille du président du livre. Parce qu'il faut bien s'éloigner de la réalité. Et c'est un aspect clé de la lecture et de l'analyse des œuvres littéraires, effectivement, parce qu'il y a l'univers réel, il y a la réalité au quotidien, et puis il y a l'univers de la fiction, il y a l'univers de la nouvelle. Et cet univers de la nouvelle, il faut d'abord considérer cet univers tel quel. La fille du président, c'est la fille du président entre les lignes de la nouvelle. Oui. Ce n'est pas la fille du président que l'on va déporter nécessairement dans le quotidien. Tout à fait. Bon, maintenant, pour les besoins parfois de pédagogie et même d'enseignement, alors il y a donc un rapport, un lien étroit entre le réel et l'imaginaire. Et c'est en cela que le travail de l'écrivain devient intéressant. Parce qu'on n'écrit pas ex nihilo. On va quand même toujours porter dans quelques faits réels et du vécu pour enrichir sa fiction. Nécessairement, vous me permettez de prêter là une métaphore de Stendhal qui parle du miroir de l'œuvre littéraire comme miroir de la société. Alors, il y a le miroir de la société, il y a également le beau mensonge. On est quand même interpellé tout de suite par la première des couvertures. Il y a des couleurs qui sont interpellatrices. D'abord, le titre avec la fille du président, on voit bien que c'est toujours en blanc, mais avec un marquage rouge. Lorsqu'on regarde aussi, on voit une cravate rouge. On voit le blanc qui se dessine. On voit, on va dire, une personne ou un dessin sans main, sans tête. Y a-t-il finalement une philosophie, un symbole autour de l'image qu'on peut voir en première des couvertures? Merci Jean-Jacques. Alors, les éléments du paratexte que vous indiquez, depuis les couleurs aux images, en passant par le titre, effectivement, sont les prémices pour entrer dans la lecture. La grande symbolique du noir, c'est vrai qu'on l'aborde souvent comme couleur de tristesse, de peine ou de douleur, mais le noir également est symbole de noblesse. Et quelque part, le fond de rouge qui colore le titre et peut-être la cravate dont vous parlez, c'est à la fois un signe, on peut le dire, de tristesse ou un présage de tragédie, mais également un symbole de passion. Et pour revenir au dernier élément que vous indiquez, alors la main sans tête ni corps, eh bien c'est peut-être, je crois, l'écrivain au travail. L'écrivain au travail. Alors lorsqu'on entre de plein pied dans La fille du président sera ma femme, on se rend bien compte qu'il y a plusieurs nouvelles. Il y a d'abord L'amante, La fille du président sera ma femme, Le ventre du chef de terre, La révolte des séminaristes, Moi directeur, ministre, ministre d'État, ministre de la République. C'est plusieurs nouvelles, mais qui sont attachées, qui ont un lien étroit. Ces plusieurs nouvelles, en effet, vous venez de les énumérer, eh bien, qui entretiennent donc entre elles, comme je disais tout à l'heure, une sorte de fil d'Ariane que l'on retrouve qui fait le tour de l'ensemble des nouvelles, parce que nous avons voulu garder l'unité, non seulement l'unité du sens, mais également l'unité de forme. Donc c'est en cela que nous pouvons dire que les 5 nouvelles proposées, effectivement, sont une toile tissée autour de la fille du président sera ma femme. Pourquoi le 5? Eh bien, peut-être pas nécessairement... À son calcul. Oui, peut-être pas nécessairement au calcul, mais disons que c'est l'esprit de l'écrivain qui s'est limité à ce chiffre. La fille du président sera ma femme. C'est une nouvelle qui nous balade. On ne va pas dire si oui ou non il y a eu mariage, mais à l'intérieur, on voit bien qu'il s'agit de 2 personnalités, de 2 réalités, de 2 sphères sociales qui vont se côtoyer. Un enfant venu de nulle part, de famille modeste, qui traverse, va de l'Ouest Cameroun pour arriver à Yaoundé. Il a déjà, depuis sa tendre enfance, la volonté d'épouser la fille du président, qu'il a vue simplement sur une photo. Il ne sait rien d'elle, mais il croit dur comme fer qu'il épousera cette dernière.
C'est à ce niveau qu'opère en quelque sorte la magie de l'image. Le jeune garçon, en réalité, a rencontré la fille du président dans la lecture d'un journal. Et puis, c'est dans ce journal qu'il a capté cette image qui s'est imprégnée en quelque sorte dans sa mémoire. Et puis, au regard de l'événement que décrivait le journal, le jeune garçon a ressenti quelque chose de particulier en lui et il s'est dit, la fille du président sera ma femme. Donc, il y a donc, comme on le dit, cette sève qui naît progressivement depuis l'adolescence et puis qui va grandir au fur et à mesure des études de ce jeune garçon qui, comme vous le dites, quitte son Bansoir natal dans l'arrondissement de Penka-Michel pour aller vers la capitale qui est présentée toujours comme un lieu de réussite sociale. Oui. Donc, c'est deux destins, et puis ces deux destins donc qui vont se rencontrer, qui vont se croiser, et qui, peut-être au fil des événements, vont se révéler dans les expériences mutuelles. Heureusement, peut-être le livre nous apprend que là où on est né ne définit pas forcément comment est-ce que l'on va achever sa vie. Chacun détient avec lui quand même les moyens de faire changer ses réalités. Chacun est en ce sens maître de son destin. Et j'aimerais ici vous citer par exemple un personnage que j'aime bien dans le théâtre camerounais. C'est le personnage de Judith dans La Croix du Sud de Joseph Ngoué. Eh bien, c'est un personnage qui m'a profondément marqué personnellement en tant qu'élève et en tant qu'enseignant plus tard, par sa détermination, par sa force, par son courage et nécessairement sa ténacité à se définir par ses propres choix. Donc, c'est également à travers cette nouvelle que j'invite les personnages, que j'invite les lecteurs à se définir par leurs propres choix, en montrant effectivement des destins, des personnages dont le parcours, l'itinéraire et quelquefois l'ascension sociale sont le reflet de leur choix personnel. On peut partir d'une famille où on n'est rien, personne, pour devenir quelqu'un. Cela est possible. Alors dans le livre aussi, on voit le voyage. Il faut partir de Bansoir. On n'apporte pas que dans sa mallette uniquement la volonté d'aller fréquenter. On apporte avec soi ses rêves, mais également les espoirs de plusieurs familles. Vous avez parlé là d'une affaire de patates. Vous avez bien expliqué. Chaque enfant détient ou tient derrière lui beaucoup d'espoir. L'espoir d'une famille qui veut voir demain ce dernier tirer d'autres comme lui, il est allé en avant, comme lui, il est venu à Yaoundé. C'est une image assez forte, Jean-Jacques Foucault. Et bien, si vous me permettez de dire cela dans la langue maternelle, Allez-y. chez nous, on dit que les enfants sont issus des familles Nkrenke. En réalité, Nkrenke, c'est la corde. Donc, alors, Nkrenkenjo, c'est la corde de la patate. Et effectivement, chaque enfant qui naît dans une famille est une patate qui est rattachée à plusieurs cordes. Et donc, tout ce qu'il pose comme acte ne relève pas simplement de sa personne, mais également est le signe de ce que cela peut influencer le destin de ceux qui sont davantage derrière. Donc, une patate qui émerge du bion est un enfant, effectivement, qui réussit peut-être par la voie de l'école, nécessairement par la voie de l'école, ou bien par d'autres voies également, mais qui a, l'obligation morale, peut-être familiale, culturelle même, de traîner avec lui les autres enfants pour leur montrer la voie du succès. C'est pour cette raison qu'on disait que les aînés ont une lourde responsabilité. Tout à fait. C'est eux qui doivent ouvrir le chemin et montrer la voie. Tout à fait. Alors, à l'intérieur du livre aussi, on se balade dans les milieux estudiantins. C'est pas joli. On essaye de vivre comme on peut. Heureusement, le personnage principal de cette nouvelle-là peut s'offrir des lectures. Je pense qu'en réalité, c'est peut-être la plus belle richesse. Très vite, il arrive à Yaoundé. Il peut s'abonner dans une bibliothèque très connue, à l'IFC, où il peut avoir la chance de profiter des savoirs du monde. Et tout à fait. Alors, cet élément est crucial dans le livre parce que très souvent, on a l'habitude de parler beaucoup des espaces mondains. On peut des rencontres dans un bar, des rencontres dans la rue, des rencontres dans le taxi. Et on oublie souvent que les espaces culturels, qu'il s'agisse ici, comme vous le dites, de l'IFC, ou alors qu'il s'agit des bibliothèques, des librairies, sont des véritables foyers de rencontres et de dialogue. Et je crois qu'en choisissant ce cadre-là, c'est non seulement pour montrer que la littérature est un moyen par lequel on peut tisser des liens, indépendamment des espaces, que ce soit dans les bibliothèques, les centres culturels, que ce soit dans
des foyers de lecture, eh bien, ces espaces donc sont, à mon sens, chargés d'humanité. Oui. Il a la belle rencontre. Il rencontre la fille du président. A priori, on pourrait se dire quand même que les personnes qui viennent de sphères totalement différentes, ou bien alors on se fait des idées que les personnes favorisées se montrent souvent très distantes. Mais pour le cas d'espèce, pour le cas du livre, on a bien l'impression qu'ils viennent d'horizons divers, mais s'entendent tout de suite, s'accrochent. Et pourquoi? Heureuse coïncidence, le jeune homme laisse tomber ses bouquins. Et tout le monde regarde. Oui, tout le monde regarde. Eh bien c'est également une très belle scène de cette nouvelle. C'est également une très belle scène de cette nouvelle. Parce que là, il y a justement dans la société la fabrication des clivages. Parfois hérités, des clivages sociaux, des enfants qui sont issus de classes sociales différentes. On distingue les riches, il y a les modestes, il y a les pauvres. Or, on oublie que l'on peut faire tomber ces barrières par des rencontres littéraires. Donc, la scène des livres qui tombent au moment de cette représentation théâtrale à l'IFC, effectivement, c'est comme une sorte de coup de théâtre dans la nouvelle, où, par le regard, par la magie du regard, eh bien, le paysan et la fille du président se rencontrent. Et les vous contrées s'attirent. Tout à fait. Et les contrées s'attirent, comme vous le dites. Alors, vous parlez de cette chimie qui naît, du coup, alors qu'on se serait attendu à des oppositions fortes. Eh bien, c'est également pour montrer que la littérature a cette force, justement, d'unir ce que beaucoup pensent opposer. Briser les barrières. Briser les barrières. La lecture fait voyager, brise les barrières. C'est cela. Elle fait voyager, elle brise les barrières, elle accomplit également beaucoup de choses, elle change les destins. Il croit dur comme fer quand il revient qu'il épousera la fille du président. Il est avec ses amis étudiants dans les cités universitaires, il en parle souvent et cela suscite moquerie, rire. Tu n'as jamais vu cette fille, comment penses-tu l'épouser? C'est généralement ce qui se passe. Lorsqu'on n'a pas défoncé une porte, on pense que personne ne peut le faire. C'est exactement cela. Vous connaissez le milieu étudiantin suffisamment, vous connaissez les conditions dans lesquelles les étudiants parfois arrivent à l'université, les conditions dans lesquelles ils sont hébergés, les conditions dans lesquelles, ils sont hébergés, les conditions dans lesquelles ils se soignent, où ils se nourrissent. Ce n'est pas un monde du tout facile. Alors voir comme ça un jeune homme avec un rêve, disons-le, un rêve fou, alors de dire qu'il sera l'époux de la fille du président, le beau-fils du président, eh bien, il y a de quoi provoquer et de susciter le rire, la rigolade. Eh bien, tout le monde trouve cela drôle. Ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont rencontrés. Ce qu'on ne va pas, par contre, dire, c'est s'ils se sont mariés. Mais les auditeurs auront forcément à faire le voyage pour pouvoir savoir. On va prendre un bassin à la fin, à 45. On ne parle pas que de la fille du président qui sera la femme de XY, lui son nom c'était Hyacinthe. Au-delà, j'espère que je ne me trompe pas de nom. Hein. Bon, c'est cela, Gauss Yacine. Yacine, voilà. Tout à fait. Alors, à côté de la fille du président sera ma femme, il y a le ventre du président. Alors là, quand même, il y a une bonne dose d'ironie. Eh bien, le ventre du chef de terre. Le ventre du chef de terre. Et si vous me permettez le petit flashback, c'est une nouvelle que j'ai commencé à écrire en 2014. J'étais en fin de formation à l'École normale supérieure. Et c'était à l'occasion d'un exercice sur les possibles narratifs, la sémiotique, les possibles narratifs. Eh bien, c'est un exercice de 2 pages que j'ai produit. Et
plus tard, 5 ans après, quand je relis la nouvelle, elle me fait rire particulièrement, elle m'amuse, je me redécouvre dans ce devoir, et donc je décide donc de donner vie à cette nouvelle, le ventre du chef de terre. Pourquoi le ventre du chef de terre? Est-ce que à un moment donné, le chef de terre, peut-être proche de vous, aura marqué les attentions? Parce que aujourd'hui, peut-être, ou en grande ville, on ne se rend pas compte toujours de l'importance, sinon du caractère précieux ou de la fonction de sous-préfet dans les localités qui sont retirées du centre-ville ou bien de la capitale. Eh bien, c'est également une expérience, j'aurais dit comme ça, personnelle. À travers les multiples voyages que j'ai effectués, les villes où j'ai fréquenté, où j'ai été, eh bien, des rencontres même officielles auxquelles j'ai pris part, les défilés parfois, eh bien, j'ai rencontré de nombreuses personnalités administratives. Et le sous-préfet est toujours celui qui m'a le plus marqué. Donc, au-delà de l'ironie qui s'y cache, on va dire comme ça, de la grosse dose d'humour derrière cela, c'est un peu pour montrer le caractère délicat de la fonction administrative, Oui. qui quelquefois, lorsqu'elle est mal exercée, eh bien, peut créer des tensions ou susciter des mauvaises réactions de la part des habitants ou de la population. Alors, le sous-préfet de cette nouvelle, en réalité, il ne se refuse rien. Il prend des cadeaux. L'article 2, on va dire que c'est une réalité. Oui, l'article 2, c'est une réalité, ce n'est pas une invention de l'auteur. Eh bien, c'est une réalité consacrée administrativement. L'intéressé aura droit aux avantages De toute nature. Voilà, prévus par la réglementation en vigueur. Eh bien, quelquefois, eh bien, on se demande alors quelles sont les limites de cet article 2. Et face à l'interrogation ou alors au silence dans l'interrogation, eh bien, on voit donc justement comment l'article 2 s'étale à beaucoup de choses, des tournées administratives, des visites, voilà, des campagnes, où les populations parfois offrent des dons, je préfère le dire ainsi, font des dons, parfois des régimes de plantains, des poulets, des chèvres, voilà. Bref, De toute nature. De toute nature. Donc, est-ce que c'est cela l'article 2? Notre sous-préfet en a fait l'expérience. Il ne laisse rien. Quelquefois, il exagère un peu. Il peut prendre un poulet par-ci, un autre par-là. De toutes les façons, le chef de terre, c'est le chef de terre. Le chef de terre, c'est le chef de terre, et tout ce qui est sur la terre appartient au chef de terre. Alors, il peut se permettre, parfois même au prix, comment on va le dire, de la réticence peut-être de la population. Eh bien, il peut autoriser, il peut demander, il peut exiger, il peut contraindre. Donc, c'est cela. Eh bien, notre sous-préfet également, il se permet tous ces plaisirs-là, donc, il se laisse aller, il s'y donne volontairement. Eh bien, il jouit de sa fonction. Et malheureusement, les avantages finissent par causer la perte du sous-préfet. Il tombe malade. Va-t-il mourir? On ne le sait pas également. On ne dira pas de toutes les façons. Ici, il faut quand même peut-être... La moralité ici, c'est peut-être qu'il faudrait éviter d'en abuser. Non seulement d'en abuser, mais c'est surtout de prendre en compte le contexte culturel dans lequel on évolue. Vous savez que toutes les sociétés africaines, quelles qu'elles soient, et au Cameroun en particulier, ont des pratiques, ont des manières de faire. Alors, il y a des interdits. Il y a ce qui est permis, mais il y a surtout des interdits. Et quelquefois, lorsqu'on viole l'interdit, alors on s'expose à un châtiment. Et la violation de tout interdit dans toutes les sociétés, qu'elles soient modernes ou traditionnelles, eh bien, entraîne nécessairement des châtiments. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que le côté métaphysique continue à entretenir le mystère ou à être une réalité? La métaphysique africaine existe. Je préfère parler ainsi, la métaphysique culturelle des peuples, elle existe. C'est quelque chose d'extrêmement sacré auquel on doit faire attention. Et même parfois, je prends une expérience, alors nous sommes en déplacement dans un village, et puis on éprouve le besoin d'aller à la plage. Alors lorsqu'on arrive là-bas, il y en a qui disent que non, eux, ils sont étrangers, ils ne peuvent pas mettre les pieds dans l'eau parce que les eaux sont habitées par les esprits. Et par conséquent, ils restent en arrière, ils observent les autres nager. Il y en a qui ont l'habitude de l'eau, qui ne prouvent aucune gêne.
Donc c'est cela également, c'est ces éléments subtils parfois, non écrits, tacites, mais réels Ouais. dans nos cultures que l'on invite les uns les autres à respecter. Alors, on peut quand même admirer, sinon être surpris par... Là, on sort d'une nouvelle où on met en avant le mystique parce que n'ayant pas respecté un sacré, entre guillemets, euh, euh, le chef de terre se retrouve en difficulté. Et on tombe tout de suite à la révolte des séminaristes. Là, on va maintenant du côté traditionnel vers, on va Le- dire, vers la spiritualité chrétienne, oui. on peut le dire comme ça. On Oui. fait une transition tout de suite. Comment est-ce qu'on opère? Pourquoi est-ce qu'on met les deux nouvelles l'une après l'autre? Est-ce qu'il y avait une visée? Eh bien, particulière? les deux nouvelles, l'une après l'autre, et effectivement, lorsque l'on sort de la violation, par exemple, des interdits dans l'univers culturel, nous montrons que d'autres univers également, spirituels contemporains, comme la spiritualité chrétienne catholique, Hmm. a également ses interdits. Donc, on sort d'un interdit culturel, traditionnel, pour entrer dans un interdit spirituel chrétien. Les séminaires, les petits séminaires, comme on les connaissait très rigoureux, et aujourd'hui on tente un peu de comprendre ce qui n'a pas nécessairement marché. Parce que le livre nous présente un petit séminaire, il y a des interdits, il y a des règles, mais il y a toujours des contrevenants, des apprenants qui s'illustrent par des comportements qui n'ont rien à voir avec la norme. Cela est tout à fait juste, cela est vrai. Eh bien, la particularité des séminaires et des petits séminaires dont je fais l'expérience au quotidien, eh bien, c'est justement la rigueur, la discipline, la prière et la spiritualité. Donc, lorsque ces éléments sont dévoyés, parfois par les jeunes séminaristes, qui, on peut le comprendre, sont des enfants, des adolescents, sont des jeunes qui aspirent également à la foi ou à la prêtrise pour certains, eh bien, il arrive que il y ait, comment on les dira, il y a des choses qui les tirent vers l'arrière, voilà, qui les influencent, parfois pas toujours dans le sens des pères spirituels souhaités. Voilà, bon, c'est cela. Généralement, on disait qu'on envoyait les enfants dans les séminaires pour les redresser. Est-ce que ce rôle-là, cette tâche est encore assurée à 100%? Parce que aussi, il faut connaître qu'il y a du revers. Oui. On a bien des scandales autour des petits séminaires, que ce soit pas forcément ici au Cameroun, mais ailleurs aussi, des histoires contées et racontées qui font quelquefois froid au dos. Est-ce que c'est encore un lieu indiqué? On Bon, va pas le dire de façon péremptoire, mais oui, peut-être pas de façon péremptoire, mais peut-être pas également dans le sens pas du sens de redressement au sens de ce que nos auditeurs peuvent entendre, disons plutôt au sens de la formation intégrale de l'individu, Oui. formation intégrale au plan social, au plan humain et au plan spirituel. Eh bien, vous savez, les petits séminaires sont gérés par des hommes qui ont leurs forces, qui ont leurs faiblesses. Il vous souvient également qu'il y a des actualités, par exemple à l'étranger, où on faisait cas, n'est-ce pas, des prêtres, des évêques qui pendant longtemps on a abusé avaient abusé oui, des jeunes. jeunes, Ouais. parfois des jeunes enfants de chœur, des jeunes choristes, des jeunes séminaristes. Donc, on ne peut pas nier cette réalité dans le cadre spirituel. Si on met le voile sur ces réalités, c'est un peu en quelque sorte dire que l'on ferme les yeux sur un mal qui peut-être n'est pas grand, mais qui existe et Oui. qui peut traumatiser les jeunes esprits. Alors là, c'est tout à fait compliqué. Parce qu'en réalité, l'intrigue ici, c'est que les séminaristes se révoltent. Ils sont en colère. Ils sont en colère simplement parce qu'on a décidé d'interdire un livre, La fille du président, parce que le livre est très couru et tout le monde se l'arrache. Sauf qu'à un moment donné, à l'intérieur, les responsables estiment que c'est un livre qui porte quand même atteinte à certains principes et donc il faut retirer. C'est ici le nœud même de Oui. cette nouvelle, la révolte des séminaristes, la censure. En réalité, c'est contre la censure que les séminaristes se révoltent. Oui. Alors, la censure d'un livre, comme vous le dites, qui est couru dans les établissements, là nous sommes dans la fiction, hein, Oui. qui est couru dans les établissements, qui s'arrache comme des bouts de pain, qui fait la une des journaux, qui intègre facilement les bibliothèques, qui sont discutées dans les bibliothèques des établissements. Alors,
il se trouve que euh, telle qu'elle est vécue, eh bien, la fille du président ne fait pas l'unanimité. C'est aussi cela. Alors, un aspect, alors qui a, je vais le dire comme ça, choqué, alors les pères spirituels de ce petit séminaire du livre, eh bien, a motivé donc a motivé en Cette quelque sorte censure. cette censure contre laquelle les séminaristes se sont opposés. Alors, il s'oppose véritablement au point de susciter aussi bien, d'ailleurs, pas seulement un petit séminaire, un intérêt, et donc on décide de finalement valider le livre. Oui, il a fallu l'intervention de plusieurs autres personnalités spirituelles du pays Kon-Titi, qui est le pays de l'espace. Oui. Voilà, l'espace où se déroule toute cette intrigue. Kon-Titi, il a fallu l'intervention des évêques. C'est allé jusqu'à la convocation, je vais dire, pas la convocation, mais disons la demande d'expertise des critiques littéraires pour Oui. savoir alors qu'est-ce qu'il en était exactement et tout cela. Alors, une fois le point fait, eh bien, on a estimé qu'il n'y avait pas de quoi plaindre Dieu dans ce requête. Alors, la question de la censure nous ramène vers une histoire qui est assez récente quand même au Cameroun. Une jeune demoiselle a écrit un livre sur un village. Et à un certain moment, cela a suscité la colère des ressortissants du village en question, le chef en premier, au point de censurer le livre, sinon de trouver un arrangement parce qu'il y avait eu à un certain moment des amendes infligées et tout. Vous avez certainement appris cela. Est-ce qu'il y a lieu quelquefois de censurer, surtout lorsqu'il s'agit d'un roman? Eh bien, la censure en littérature est un phénomène pas nouveau. Pas nouveau parce que les écrivains comme Zola sont des grandes plumes françaises qui ont été censurées, comme Gustave Flaubert, et plus proche de nous encore, Mango Betty. Vous connaissez toute la trappe qu'il a dû subir Oui. avec ses livres jugés quelquefois, taxés quelquefois de subversifs, entre guillemets, alors, mais qui plus tard ont été réhabilités. Donc parfois la censure intervient dans un contexte de grande émotion où les gens n'ont pas nécessairement pris le temps de lire, d'apprécier, de juger et d'évaluer le contenu dans son ensemble. Oui. Eh bien, la jeune écrivaine dont vous parlez tout à l'heure, effectivement, à travers son livre, les gens ont estimé qu'ils avaient été mal peints, qu'ils étaient des personnages avec des traits un peu grossiers, caricaturés. Dire d'un chef qu'il aurait violé Voilà. une jeune fille, et puis Voilà. c'était quand même... Oui, du moins, il y avait des choses qui lui étaient reprochées. Alors, bien, bon, la censure n'a pas été totale. Je crois que les choses sont rentrées dans l'ordre après des clarifications faites. Et je crois que cela a également été une leçon pour beaucoup d'autres écrivains. Oui. Peut-être aussi nous dire que quelque part, il y a des limites. C'est aussi cela la liberté. À ne pas franchir. Oui, quelquefois. Même s'il s'agit d'un roman, vous pouvez tomber sous le coup de quelques pièges. Donc, forcément, c'est en ça que, au niveau des éditions, le comité éditorial devrait peut-être veiller à ce que l'on ne tombe pas dans un ou deux pièges ici et là. Voilà, on ne doit pas... Vous savez, par exemple, écrit dans un contexte, peut-être celui du Cameroun, il y a des interdits, il y a des choses que la loi condamne. Eh bien, si vous êtes un écrivain et que vous faites la promotion des contre-valeurs, par exemple, eh bien que cela passe dans le processus éditorial sans que votre attention ne soit attirée, il va sans dire que les garants de la législation vont quelque part vous interpeller. Pas nécessairement pour vous condamner, mais attirer votre attention également. Il y a, on l'a dit, l'amende. Tout à l'heure, je vous ai posé la question à l'entrée, à l'arrivée. Est-ce que ce n'est pas une question qui relève de l'Occident? Parler d'une douleur, personnaliser une douleur, donner une forme humaine à la douleur, parce que ce soit les Africains, on dit, on souffre en silence. Bien. Les Africains souffrent en silence, c'est vrai. Victor Hugo, si vous me le permettez, disait que les grandes douleurs sont muettes. Eh bien, il arrive donc que le silence sur la douleur vous ronge plutôt de l'intérieur. Et lorsque ces mécanismes est enclenchés, quelquefois, vous perdez votre assurance. Alors, en écrivant l'amende, c'est davantage l'occasion pour moi d'idéaliser quelque chose qui fait mal.
et l'idéalisation de la douleur à travers la menthe. Donc, la menthe que j'habille, donc la menthe c'est la douleur, c'est elle que j'habille, je donne les formes humaines, je lui donne un nom, je lui donne un lit, je lui donne un toit, je partage, comment dire, je lui fais partager les repas avec des personnages. Eh bien, c'est une façon de transgresser cela, de dépasser eh bien, le stade de ce qui peut être la souffrance quotidienne. Aujourd'hui, le livre est rendu public. Il intéresse de par son titre et certainement de par son contenu encore un peu plus. Quelles sont les attentes de l'auteur que vous êtes? Bien, les attentes de l'auteur sont multiples. La première attente est celle que vous me permettez de réaliser à travers le média Royal FM, à savoir la diffusion médiatique, informer le public de la parution du livre, ça c'est la première attente. La deuxième attente, c'est que le jeune public s'intéresse davantage à la lecture. Vous savez que nous avons vécu des phénomènes avec la jeunesse, consommation de drogue, violence et autres, eh bien de trouver un refuge à travers le livre et de croire en ses rêves. Je crois que La fille du président sera ma femme est l'occasion pour les jeunes également de s'attacher à des lectures qui sont plaisantes, à des lectures qui vendent des valeurs, des choses positives, à des lectures qui encouragent l'école, qui encouragent la créativité et l'expressivité. Eh bien, si vous me permettez, une dernière doléance, c'est que le livre fasse son bout de chemin dans les établissements, c'est le large public, que le livre également suscite l'intérêt du public, de la critique littéraire, qu'on s'y intéresse. Eh bien, comme je le dis quelque part dans le livre, que les cafés littéraires autour du livre sont organisés. Oui. Il faut se dire que si on croit, on peut. Il faut croire en ses rêves, il faut se fixer des objectifs, il faut persévérer. Il faut croire en ses rêves, il faut persévérer, se fixer des objectifs et surtout se donner les moyens de réussir. Votre petit nom, c'est RH. Pourquoi? J'étais un peu intrigué. Peut-être Oui. c'est vrai, c'est votre nom. Je vais dire qu'au regard, Oui. mais qu'il donne ou bien qu'il trouve finalement. Eh bien, vous me permettez ici de remercier une lectrice attentive et une amie de très longue date, Germaine Cochéré. Alors, c'est l'une des premières à lire mes manuscrits. Alors, lorsque je lui ai envoyé le premier manuscrit, c'était Les 1000 tentacules de l'ombre et l'étincelle, avec le nom sur la couverture, elle m'a dit félicitations RH. Et c'est comme ça que du coup, le nom a été adopté et qu'il circule progressivement. RH, donc une compilation abrégée de Éric Raphaël Chemamou. Plutôt bien trouvé, belle trouvaille. Merci à Germaine. Merci RH, merci d'être passé à la radio, merci d'avoir échangé avec nous autour de ce livre. Évidemment, la production reste disponible pour ceux qui souhaiteraient avoir le livre. Donc, vous passez à la radio et on trouvera un moyen de vous mettre en contact avec l'auteur. Merci Éric Raphaël. Peut-être un dernier mot pour la route. Peut-être un dernier mot pour la route. Merci Jean-Jacques Foucault et très belle soirée à vos nombreux auditeurs qui nous ont écoutés ce soir. Classique. Le point littéraire, les